Hello, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de podcast. Cette fois-ci, c'est un épisode à la fois vidéo et audio, donc tu regardes sur le support que tu préfères. Et puis si tu me vois en audio, ben, comme tu peux le voir, je ne suis pas seule. J'ai le plaisir d'être avec Laurie. Salut Laurie. Allez. Alors Laurie, quand même, c'est une histoire un petit peu particulière que j'ai avec toi. Ouais. Euh, Quand même, hein, quand même, parce qu'avec Laurie, on se connaît depuis un moment. Avec Laurie, eh bien, il s'est passé que peut-être tu as déjà entendu son témoignage, parce que Laurie était déjà maman, enfin, elle est devenue maman d'un petit Arthur après un parcours quand même bien compliqué. Et tu peux retrouver le témoignage, je le mettrai d'ailleurs dans les liens de la description de cet épisode. Et puis, ben, le chemin a fait, enfin, il y a eu un petit changement, j'ai envie de dire, pas un changement de situation, mais bon, une évolution dans le projet. Et donc, Laurie, elle a eu envie d'un petit deuxième. Tu nous en dis un petit peu plus sur tout ça? C'est ça. Au bout de, je sais plus combien de temps, Arthur, il devait avoir 2 ans, je pense. Je me suis dit parce que mon mari de base en voulait deux. Ça, c'était acté. Sauf que moi, après Arthur, il m'a fallu un temps quand même pour me remettre, pour récupérer, pour trouver un rythme correct, etc., etc. Et ouais, au bout de 2 ans, on a commencé à en parler en se disant, voilà, si c'est aussi long que pour Arthur, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaye naturellement? Est-ce que, sachant que voilà, j'ai toujours des gros risques de grossesse extra-utérine et qu'il me reste qu'une seule trompe, euh, ou est-ce qu'on va tout de suite en PMA, sachant qu'il nous restait 2 embryons au frais? Donc voilà, on s'est posé la question, puis au bout d'un moment, on a en fait bon an valant un petit peu euh, de manière assez spontanée, on oubliait le préservatif régulièrement. Et puis, j'ai pris l'habitude, en fait, de faire un test de grossesse à chaque fois que j'avais mes règles pour être sûre de pas cacher une grossesse extra-utérine comme ce qui m'est arrivé la première fois, parce que j'avais eu mes cycles et tout. Donc, du coup, c'était très trompeur. Donc, voilà, j'avais ce qu'on appelait un test de sécurité, en fait, tout simplement. Puis au bout de 6, 8 mois où il se passait rien, finalement, bon, on s'en doutait un petit peu, on a décidé, voilà, moi j'ai réintégré le programme, je suis revenue pour me remettre d'aplomb et pour retrouver une motivation surtout, parce qu'en fait, toute seule, j'arrivais pas à me remettre dans mes programmes alimentaires, j'arrivais pas à me remettre dans la sophro, enfin, j'avais tellement donné que j'avais pas envie. J'avais envie que ce soit facile pour une fois. Donc voilà, je me suis remis dans la motivation. En plus, à ce moment-là, tu m'avais dit qu'il y avait maintenant un groupe WhatsApp et tout. J'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, ah ouais, faire partie d'une sororité qui va dans ce sens-là, enfin, c'est top. Et donc finalement, voilà, il m'a pas fallu beaucoup de réflexion avant de revenir. Et puis c'est au bout de, parce que je crois que j'ai réintégré le programme en été. Je crois que c'était ça. Et finalement, on a fait le transfert en décembre, en fait. C'est vraiment en fin d'année, ouais, Arthur allait fêter ses 3 ans en février. Du coup, il allait rentrer à l'école, donc on s'est dit c'est le bon timing. Il va rentrer à l'école, donc on sera entre guillemets, voilà, il sera pas là la journée, ce sera plus simple. On a volonté de déménager parce que de toute façon, il nous fallait une chambre supplémentaire. Et comme on voulait aller à la campagne de toute façon, et que je ne voulais pas surtout qu'Arthur change d'école, parce que moi j'ai beaucoup changé d'école quand j'étais jeune, je voulais pas qu'il vive la même chose que moi, je voulais qu'il soit ancré quelque part et qu'il bouge pas. Donc voilà, tout s'était enclenché, et on s'est dit bah pourquoi pas au final. En plus, la pire période à mon boulot, moi c'est septembre à décembre. Donc finalement j'avais passé la période, donc on s'est dit bon bah pourquoi pas reprendre contact avec la gynéco. Alors, je trouve ça génial. Mais si je récapitule, bon, il y a un moment, il y a cette idée de projet de numéro 2 qui arrive. Mm. Donc, le questionnement se met en place. Tu dis, OK, finalement, toute seule, je suis pas sûre de le faire correctement. Ouais. Tu reviens. Alors moi, je Mm. trouve ça génial déjà que tu reviennes, que tu aies cette démarche-là. Qu'est-ce qui t'a amené finalement à me rejoindre? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Parce que finalement, tu avais accès au programme, tu le connaissais le programme. Donc tu aurais très bien pu te dire, bah, c'est bon, je le fais de mon côté. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, non, je vais quand même rejoindre Mia? Le tic, enfin vraiment le cran, ça a été le groupe. J'ai trouvé ça tellement extraordinaire de pouvoir échanger que c'est ça qui a vraiment déclenché le truc. Et puis après, c'est de pouvoir retravailler sur d'éventuels blocages. Même si j'avais de mon côté bien avancé sur beaucoup de choses, je me suis dit, il reste encore peut-être... Voilà, c'était vraiment plutôt pour être bien entourée, en fait, au final. Pour retrouver la motivation et me remettre dans un programme un peu plus... Voilà,
cadrer le truc et me forcer un peu la main, on va dire ça comme ça. Alors moi j'aime bien l'idée parce que tu vois, c'est vrai que l'infertilité secondaire, c'est pas forcément quelque chose dont on parle beaucoup, tu vois. Mm. Et l'infertilité secondaire, bah, elle est importante parce que c'est pas parce qu'on a déjà un premier enfant que bah, on n'a pas envie d'avoir un deuxième. Mm. Et l'envie, elle est tout aussi importante. Et ça, je pense que tu peux le Oui. confirmer aussi. Parce que tu vois, c'est important aussi de le dire parce que souvent on s'imagine que c'est bon, une fois que je serai maman, c'est bon, je suis sortie de tout ça. Mais en fait, pas forcément. Ça dépend un petit peu de tes projets de vie. Ouais, ouais, mais c'est même dingue en fait à quel point la déception est la même en fait. Alors oui, quand on voit, enfin je veux dire, quand on fait le test de grossesse, qu'on est déçu et qu'on voit notre petit bout qui débarque derrière, on relativise un petit peu, mais quand même, c'est toujours aussi douloureux de se dire et puis en plus, enfin, je veux dire, là on a une nouvelle porte d'entrée de réflexion, hein. Les gens ils bombardent, hein. On a déjà eu un enfant. Enfin, pourquoi ça marcherait pas? À Mais quand non, le mais c'est suivant? ça. Ah bah oui, non mais. Puis tout le monde me dit, ah bah tu vas voir, on est hyper fertile après une grossesse. Oui, oui, ouais, c'est ça, hein. Oui, et puis il faut pas qu'il y ait trop d'écart entre les enfants, hein. Tu sais, Voilà. bon, tout le monde y va de son petit commentaire, de son petit conseil. Là, ça a été vraiment la grande question, quoi. Jusqu'à quel âge on attend? Si ça reprend du temps, il va peut-être avoir 6 7 ans de différence. Ouais, tout ça, on s'est beaucoup, beaucoup questionné. On voulait 3 ans de différence à la base. 3 ans, 3 ans et demi à peu près, le temps qu'Arthur rentre à l'école. Et au final, ça s'est bien goupillé, mais ça aurait pu être beaucoup plus long. Après, c'est ce que je t'avais dit quand je suis revenue, c'est que je savais que ça allait fonctionner. Mon corps, il me l'avait montré, il m'avait dit qu'il en était capable, mais à sa manière, encore une fois. Résonne toujours la phrase que tu m'as dit il y a, Arthur, il va avoir 4 ans, ça doit faire 5 ans, 5 ans et demi, où tu m'as dit que si j'avais pas de grossesse naturelle, c'est peut-être juste que mon corps, il me protégeait d'une grossesse extra-utérine, en fait, tout simplement. Et cette phrase, elle résonnait à chaque fois, et c'est pour ça que je me suis dit, non mais Banco, on va aller en PMA, et puis ce que je disais à Bruno, c'est on n'y retournera que quand j'aurai décidé que, ok, la PMA, on y retourne. Parce que c'était vraiment ça, finalement. C'est l'étape de se dire, on va reprendre des rendez-vous. Faut gérer le premier quand même, là, hein. Les rendez-vous, faut gérer le premier, qui est pas encore à l'école, qui est chez la SMAT. Bon, moi, ma grande chance, c'est qu'il est chez sa mamie. Donc, je veux dire, je téléphonais, je dis, ok, tu me le gardes ce soir. Elle me le garde ce soir. Donc, bon, voilà. Ça a été plus simple, en fait. Mais voilà, il y a toute la logistique autour. Et puis, qu'est-ce qu'on dit au premier? Est-ce qu'on lui en parle? Est-ce qu'on lui en parle pas? Bon, au final, on lui a tout dit. Et il le sentait, hein. On cache rien aux enfants, en fait. On ne peut pas. Ils ont un sixième sens impressionnant. Il savait qu'il aurait une petite sœur. Depuis le J'adore. transfert. Au transfert, il me l'a dit. Impressionnant. Mais ouais, ouais, il y a beaucoup de questions qui se mettent autour. Et puis la fatigue, on se dit, j'ai pas envie qu'il me voie me piquer non plus. Donc quand est-ce qu'on fait les injections? Le petit, il est couché à 20h, 20h30. Donc on fait avant, après, pendant, quand il est en train de manger. Ouais, ça tourne, ça ramène beaucoup, beaucoup, beaucoup de questionnements. Et puis, vraiment, voilà, j'avais envie de, alors, ouais, retrouver le programme, oui, mais toute seule, c'est pas pareil. Moi, de toute façon, je suis pas une grande autonome. De toute façon, j'aime travailler en équipe. Donc j'avais besoin d'être drivée. Le fait qu'on ait une rencontre tous les mois, ça permet aussi de vider un petit peu ce qui se passe, voir les parcours des autres. Donc voilà, c'est vraiment ça qui m'a décidé au final. Puis bah après de revenir vers le programme, ça c'était inéluctable, hein. Je veux dire, ça a marché pour le premier, hein. Alors, moi, je trouve ça génial parce que je suis super contente, hein, de voir que finalement les femmes reviennent pour le programme. Bah, déjà, c'est qu'elles ont été contentes la première fois. Reviennent une deuxième fois, bah, ça fonctionne à la première, ça fonctionne à la deuxième parce que bah, aujourd'hui, quand même, tu es 2 fois maman. Oui. Et j'aimerais juste, pour celles qui n'ont pas encore écouté le premier podcast qu'on avait fait ensemble, mais j'aimerais que tu rappelles ton taux d'AMH, parce que je sais que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions autour de l'AMH, et j'aime bien que tu puisses le rappeler, parce que ça va redonner beaucoup d'espoir. Je vais refaire une synthèse du coup parce qu'en plus il y avait eu un premier épisode, je sais pas si je t'en avais parlé à l'époque. J'avais fait une première écho, j'avais 22 ans, 23 ans, et on m'a diagnostiqué un SOPK, histoire de rigoler un petit peu. Et j'y avais pas cru parce que quand j'ai lu l'écho, ouais, ouais, l'échographe il était pas safe. Et heureusement, en travaillant avec des gynécos, j'ai été orientée tout de suite vers un spécialiste qui m'a diagnostiqué mon endométriose, qui m'a envoyée vers une gynéco spécialisée qui m'a suivie. Et quand l'envie bébé s'est mise en place, on a arrêté la pilule. Et très vite, ma gynéco m'a fait faire une prise de sang. Elle m'a dit, on va pas perdre du temps à vous laisser un an essayer si les résultats sont pas bons. Je vois pas l'intérêt.
Donc elle m'a fait tout de suite un bilan hormonal et là effectivement la catastrophe, une AMH à 0,03 et c'est vraiment 0,03. Une FSH qui plombait le plafond à 30 et des bananes. J'ovulais à J25, J26. C'était très très long. Enfin, voilà, la LH était toujours catastrophique. L'œstrogène montait pas tant que ça. J'avais une progestérone catastrophique parce que j'avais une phase lutéale de 8 à 9 jours à peu près, hein. Bon, bref, il n'y avait rien qui allait en fait. J'étais très bien réglée par contre. C'était tapé, hein. Je crois que c'était toutes les 35. J'avais mes règles, il n'y avait pas de souci. Sur ça, j'ai toujours été bien réglée. Mon ovulation était tard, mais toujours au même moment. Donc, bon. Et donc voilà, effectivement, donc on me diagnostique une insuffisance ovarienne précoce à, je devais avoir 25 ans à l'époque, 26 ans. Euh, Ma gynéco qui m'envoie direct en PMA. Donc la première PMA qui me dit que j'aurai jamais d'enfant, un yeux dans les yeux, que ce dont vos ovocytes et rien d'autre, qu'avec une AMH comme la mienne, c'est même pas la peine d'essayer. J'ai négocié des stimulations simples parce que je suis embêtante et que je les embêtais. Et au final, première stimulation simple avec 75 unités de Purégon, je m'en souviens encore. J'ai eu 12 follicules. Pour une insuffisante ovarienne, c'était pas mal quand même. Donc là, pris de panique, ils me font tout arrêter parce que risque de grossesse multiple, plus. Donc obligation de mettre un préservatif si on a des rapports. Alors que je suis en projet bébé, c'était magique aussi, ça. Donc voilà, on me fait trois quatre steams simples comme ça. À chaque fois, je crève les plafonds. Je leur dis, mais transformez-les en fibres. Ah bah non, on peut pas, c'est pas le protocole. Oui, bon, d'accord, ok. Entre-temps, on me refait une IRM pour mon endométriose, sachant que pendant les 2 ans où j'avais pas de projet bébé, j'ai énormément travaillé sur mon endométriose avec une diététicienne spécialisée. Et donc, l'IRM négative, l'endométriose, en disant, il y a plus de lésions. En fait, on comprend pas. Je retourne voir mon spécialiste qui, lui, voit des lésions. Il me dit, non, mais ils ont été un petit peu optimistes, m'a-t-il dit. Mais effectivement, les lésions ont régressé, elles sont moins inflammatoires, le terrain est beaucoup moins. Et il m'a dit au niveau symptômes, vous me dites vous-même qu'il n'y a plus de symptômes. Et effectivement, j'avais plus de symptômes, plus de douleurs au niveau des règles. Je garde toujours des douleurs au niveau des rapports, mais parce que les lésions sont ancrées en fait, et que c'est des adhérences, elles bougent plus malheureusement, donc c'est très rigidifié. C'est Mais un je peu sais comme des travailler. cicatrices pour donner un Voilà, point de comparaison à exactement. pour celles qui nous regardent ou qui nous écoutent, c'est ça, c'est un petit peu comme des cicatrices en fait. C'est ça. C'est pas qu'elles ont totalement disparu, elles sont là, on les voit, mais elles ne sont plus inflammées, elles ne font plus trop mal, sauf effectivement si on vient C'est ça. appuyer dessus, etc. Bah oui, ok, on peut ressentir une gêne. Et ce qu'il m'a dit, c'est qu'en 3 ans, l'évolution est plus que correcte. Ça n'avait quasiment pas évolué. C'était surtout ça. Sachant que j'étais plus sous pilule depuis quasiment un an entre les échos, entre l'IRM et l'écho de contrôle. Donc, on voyait bien que ça n'évoluait pas, en tout cas, autant que chez certaines où ça peut courir. Alors, voilà, il y a une composante inflammatoire, bien évidemment. Il y a aussi une composante du type, finalement, d'endométriose. On sait pas encore trop, mais on voit bien qu'il y a des endométrioses qui galopent beaucoup plus vite que d'autres. C'est un peu comme les cancers, hein. Il y en a qui galopent très vite et d'autres beaucoup moins. Ça dépend aussi du corps, de l'hormonothérapie, enfin, de la prise médicamenteuse, de beaucoup de Et choses, hein. ça dépend aussi vraiment beaucoup de l'alimentation, de l'hygiène Oui. de vie, de tout ça. On peut le tourner comme on Mm, veut, mais c'est vrai qu'on voit la différence. Je vais pas les citer ici parce que j'aime bien préserver la confidentialité, mais tu sais probablement de qui je veux parler au sein du groupe. Mais enfin, il y en a récemment qui nous ont rejoints, etc. Et puis, pour la première fois, elles me disent, mais c'est la première fois depuis 15 ans, 20 ans que j'ai pas mal au ventre. mm, Mais parce que c'est pas pour rien, il y en a une autre qui a ouais, eu la merveilleuse surprise de finalement pas avoir grand-chose à faire au moment de l'opération alors qu'on était censé lui enlever les trompes. ouais, Enfin, voilà, je veux dire, on le voit tous les jours et c'est pas pour rien. Alors bien sûr qu'il y a des formes différentes, bien sûr qu'on va chacune réagir différemment, tout à etc. fait. Et qu'il n'y a pas de recette miracle. Non. Hein, je vais pas dire, voilà, tu fais ça pendant 3 mois et dans 3 mois, virgule, Mm, 3 jours, tu auras absolument plus du tout d'endométriose. C'est faux et archi faux, évidemment. On est bien d'accord là-dessus. Mais quand même, quand on voit à quel point l'inflammation en quelques mois peut diminuer, mais drastiquement, mm, c'est juste fantastique. Quand tu vois la oui. pathologie, c'est quand même, hein, donc c'est Oui. extraordinaire, Et quoi. puis on trouve notre tambouille, hein. Là, tu vois, hier, j'ai été rechercher des probiotiques parce que ça fait 3 mois, j'ai pas envie de faire attention, je suis fatiguée, donc je me suis lâchée et là, mon corps, il est en train de me rappeler à l'ordre. Oui, ça fait 3 mois que quoi? Parce que ça, on Que n'a j'ai pas accouché, discuté. eux, et que Voilà. j'ai fait ma deuxième, exactement. Ouais, donc voilà, donc bon, du coup, la première PMA, une catastrophe, ils m'ont baladé. Deuxième PMA, le gynéco qui me dit, vous perdez rien à faire des essais, moi, vous allez faire baisser mes statistiques. Bon, lui, je l'ai jamais revu. Merveilleux. Et J'adore. entre-temps, j'ai fait du coup ma grossesse extra-utérine. Donc une grossesse naturelle, non, enfin pour le coup on avait rien, enfin, non attendu quoi. J'ai même pas fait attention. J'ai eu mes cycles, mes règles quand même, et effectivement J14 post.
Alors, j'étais à J14 du coup, donc à peu près à l'ovulation normalement. D'énormes douleurs, j'ai été aux urgences et j'étais, voilà, je passerai sur les aléas des urgences et de la prise en charge qui a été très limite, mais pour terminer, j'ai été opérée en urgence avec une trompe enlevée parce qu'elle a littéralement explosé, hein, un mot du chirurgien à l'époque. Et moi, ça a été mon phare dans l'obscurité, quoi. Ça a été mon... Ouais, mon phare. C'est vraiment la lumière qui est venue me dire c'est possible. T'inquiète pas, on va y arriver. Et suite à ça, j'ai rencontré du coup ma gynéco sur Paris qui m'a suivie pour mes deux, qui m'a fait ma première FIV en janvier. J'ai fait une fausse couche à 15 jours du confinement, donc 2020. J'ai adhéré au programme. Parce que là, j'étais plus bactère, donc j'ai fait partie voilà, Je m'en souviens. voilà, des premières au suivi individuel, les testeurs du suivi. Ouais. Je suis remontée tranquillement. À la levée du confinement, on a relancé les protocoles et j'ai eu mon transfert et j'ai eu mon petit garçon du coup en février 2021, donc il va avoir 4 ans là. Et donc là, il nous restait sur la FIV, en fait, j'avais quatre embryons. J'avais un J5 de top qualité, j'aime bien le redire, où j'ai fait ma fausse couche, et 3 J6 de qualité moyenne. Donc il y en a un, c'est mon fils, le deuxième, c'est ma fille. J'adore, Et le troisième j'adore. est toujours là. J'adore parce que tu vois, en fait, grâce à ton témoignage, je trouve qu'on déconstruit énormément de clichés quelque part. On déconstruit un cliché déjà au niveau de la l'AMH, on en a parlé, on a bien vu qu'avec une AMH à 0,3 et les nombreuses comment dire, remarques que tu as pu avoir Oui, du médical en te disant ça sert à rien d'essayer, passer mm, directement par le don d'ovocytes, eh ben, t'en es la preuve. Non, tu as eu deux enfants avec tes propres ovocytes. oui, Et en même temps, bah, tu déconstruis aussi un énorme cliché par rapport à la qualité embryonnaire. Moi, je pars du principe que si on arrive à obtenir un embryon, qu'on arrive à le pousser notamment jusqu'à J5, ouais, et qu'on arrive à le congeler, ben, il a autant de chances qu'un autre embryon, en fait. Et mm, donc, OK, il y a des catégories, et j'ai fait d'ailleurs un des posts que vous pouvez retrouver si ça vous intéresse, les filles, sur mon compte Instagram, où j'ai fait des posts pour expliquer un petit peu la classification, parce que certains centres donnent la classification, d'autres oui, pas. Voilà, ça dépend un petit peu du mode de fonctionnement de chacun. oui, Mais voilà, j'ai fait un post pour expliquer, mais vraiment, j'insiste, à partir du moment où on en arrive à ce stade-là, ben, ils ont tous un potentiel d'implantation. c'est ça. C'est ça Ma qui est gynéco magique. me l'a bien dit quand elle m'a fait le transfert pour Arthur. Elle m'a dit, voilà, c'est un J6. Il a effectivement un petit peu moins, il est un peu moins qualitatif parce qu'il a eu un petit retard de développement, mais il l'a rattrapé son retard de développement. Si on l'a congelé à J6, il est équivalent d'un J5 bonne qualité. Elle a dit, de toute façon, ils ont tous leur chance. Elle m'a dit, là, on y va et on essaye. Et elle a raison. Elle avait raison. Et l'avantage que j'ai eu aussi avec elle, c'est qu'elle a changé le protocole. Elle s'est souvenue que j'avais fait une fausse couche précoce. Elle m'a redemandé à quel terme exactement. Elle a réfléchi et elle m'a dit, OK, cette fois, on va faire comme ça. Donc, cette fois, ça a été pic d'ovitrelle à l'ovulation, à l'anidation. Euh, et voilà, parce qu'elle m'a dit, à l'évidence, votre corps, il a du mal. Il faut qu'on l'aide, il faut qu'on le prenne par la main. Si vous avez fait une fausse couche très précoce comme ça, c'est qu'il y a eu un échange qui s'est mal fait. Donc, voilà, c'est ce que j'aime avec elle, c'est qu'elle réfléchit au protocole et qu'elle va chercher l'information. Donc ça, voilà, ça a été très appréciable. Donc du coup, voilà, j'ai repris rendez-vous avec elle en novembre, du coup, en y allant en me disant, je vais prendre contact. Je m'en souviens, mais comme si c'était hier. Tranquillement, je vais prendre contact, voir est-ce qu'on doit refaire les sérologies, est-ce qu'elle veut que je refasse une hystérosalpingographie. J'en avais déjà fait deux, bon, bah, on n'est plus à un près, hein, bon. Qu'est-ce que je dois faire et que j'ai le temps de me mettre en tête où je vais en fait, programmer mon emploi du temps. J'avais prévenu mon travail que éventuellement j'allais avoir des absences. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et elle me dit, elle me voit, elle me fait rire, elle me dit, mais je vous ai vu il y a combien de temps, Laurie? Il y a 4 mois? Non, non, il y a 3 ans, docteur. Elle me dit non. Je dis, bah si, mon fils, il va avoir 3 ans là. Oh, elle en revenait pas. Elle me dit, bon, du coup, on y retourne? D'emblée. Bah, oui, l'idée, c'est un peu ça. Et donc, on discute, elle revoit mon profil, elle me dit, mais il vous reste 2 embryons, machin. Je dis, oh, oui, toujours. Elle me dit, vous en êtes où? Bah, j'étais à J1 de mon cycle, littéralement. Le jour de mes règles avait commencé le matin du rendez-vous. Et elle me dit, bah, on peut faire le transfert ce mois-ci. Euh, ce mois-ci, dans 15 jours. Là Puis, maintenant? ouais, voilà, ça s'est précipité tellement vite. Je l'avais pas projeté aussi rapidement. Dans ma tête, ça allait être long, en fait. Bah, forcément, ça avait été long la première fois, donc ça allait être long. Et je lui dis, non, mais déjà, je vais rentrer à la maison en parler à mon mari quand même, parce que l'idée, c'est, voilà. Donc, je rentre, je lui en parle, et on était sur un transfert approximativement la troisième semaine de décembre. Ce qui tombait bien parce que moi, j'ai mes vacances scolaires, donc les vacances scolaires tombent à la fin de la troisième semaine à peu près, deuxième, troisième semaine, autour du 20.
Et après, j'allais avoir 15 jours de repos. Donc, finalement, le temps de couvade, là, comme on dit, allait tomber pendant les vacances. Donc, je me suis dit, on s'est dit, bah, finalement, pourquoi pas. En plus, au mois de décembre, on sait que sur Paris, il y a moins de circulation, il fait froid, les gens prennent moins la voiture, moins de risques de bouchons. Ma belle-mère peut garder mon fils, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, on s'est dit, bon, bah, ok, banco, allons-y. On n'avait rien à refaire, finalement, juste faire nos prises de sang de sérologie. D'ailleurs, mon mari n'a pas compris pourquoi il devait refaire ses sérologies, étant donné qu'il n'intervenait absolument pas. Tout était fait, lui, il était là en tant que simple spectateur. Donc bon, on a tout fait, c'est rapide, des prises de sang, c'est pas bien compliqué. Pas besoin de revoir le biologiste. Enfin, donc c'était facilité finalement. Euh, Comme d'habitude, transfert sur cycle naturel, je suis réglée. Je veux dire, mes cycles se ressemblent, sont toujours pareils. Elle sait que je détecte très bien mon ovulation. Donc elle me dit le jour où vous savez que vous ovulez, tac, prise de sang, on confirme, c'est tout. Après, je vous vois une fois pour une écho, pour vérifier que l'endomètre est OK. Et c'est tout. C'est tout ce qu'on a fait. Elle m'a remis en place le même protocole que pour Arthur. Donc, cette fois, on a déclenché à l'eau vitrelle l'ovulation. Quand je savais que j'ovulais, elle m'a fait un déclenchement complet. Alors que la première fois, Arthur, on avait fait des clics. Des clics à l'anidation. Et elle m'a mis tout de suite sous anticoagulant. Parce que entre-temps, j'avais refait une écho et de l'adénomyose était apparue. Et je reprends les mots de mon spécialiste. L'adénomyose est normale dans la vie d'une fille, d'une femme, dans l'évolution de la gynécologie féminine, en fait, tout simplement. Donc les lésions n'étaient absolument pas inquiétantes. C'était tout à fait normal parce que j'avais déjà eu 2 grossesses quand même. 3 grossesses, une aboutie. Donc c'était normal que j'en ai. Mais l'évolution était tout à fait satisfaisante, encore une fois, au niveau de mes autres lésions. Il n'y avait pas de souci. Et la symptomatologie allait dans le même sens parce que j'avais toujours pas de douleur à mes règles. Elles étaient là, elles étaient là. J'avais eu des épisodes de règles hémorragiques, mais je savais pourquoi. C'était toujours des moments de stress, des moments où alimentairement j'avais fait un petit peu moins attention. Donc voilà, je reliais, je sais très bien où j'en suis et pourquoi quand ça déconne un petit peu. Et Oui, je trouve ça intéressant, tu vois, de rappeler qu'effectivement, à partir du moment où tu mets une hygiène de vie en place, ben tu sais, alors des fois je le dis, bon, ça m'arrive aussi, hein, des fois si je fais un excès, je dis bon, ok, je sais que je vais le payer dans la foulée, c'est mais je ça, le sais, c'est pas, je suis pas surprise quand ça arrive, tu vois, je dis bah ok, je sais, on a fait telle et telle chose, bah ok, voilà, je sais, mais c'est pas grave parce que ça montre qu'on peut y remédier aussi. c'est ça. Et même, j'ai découvert que le spasson fonctionnait vachement bien pour mes crises intestinales. Étonnamment, j'aurais pas pensé au premier abord, mais en fait, comme c'est un antispasmodique, bah, ça fonctionne vachement bien. Pourquoi? J'en sais rien. Donc voilà, on arrive bon, bah, au transfert, du coup, qui se fait avec ma gynéco, toujours. Donc la décongélation se passe bien, il n'y a pas de souci, on fait le transfert, et elle me dit prise de sang, ah, c'était après le Nouvel An. Je crois que c'était le 5, un truc comme ça. En plus, les labos étaient fermés, avec les jours fériés, ça tombait, machin. Et finalement, j'ai fait un... Moi qui suis plutôt contre les tests urinaires en règle générale, ma gynéco attend vraiment 15 jours post-transfert. C'est très long. On sait que pour un J5, c'est pas aussi long en plus. Mais elle aime pas les fausses joies en fait. Elle préfère, au lieu d'éviter de checker un taux qui commence à 30-40 et qui va doubler difficilement, mais après ça va s'emballer, elle préfère qu'on fasse à J15, comme ça on a déjà un taux qui est bien appuyé, qui est bien mis. Ça évite les angoisses de début, comme elle me disait. Oui, je partage son avis, hein, vraiment. Je fais aussi partie de cette école-là, de dire, bon, on attend le plus possible, même si je sais que c'est dur, je sais. Bah oui, Mais ça évite effectivement des fausses angoisses, c'est ça. parce que parfois tu vas paniquer pour rien, parce que le taux va bien monter, ou alors on va se réjouir et dans la foulée, voilà, Oui, c'est dommage. c'est Tu ça. vois. Bah, là, pour le coup, le transfert en plus a été radicalement différent de celui d'Arthur. Arthur, j'ai eu des tiraillements dans le bas du ventre du transfert à la fin du premier trimestre. Non-stop. Ça tirait, ça tirait, ça tirait. En plus, je me souviens que ça tirait tellement de manière unilatérale que Arthur, j'étais fini par me mettre dans la tête que je faisais une grossesse extra-utérine. Tellement j'avais été marquée par mon épisode. Euh, Qu'Élise, je n'ai rien ressenti. Mais quand je dis rien, c'est rien. Walou, zéro symptôme. Ni mal de ventre, ni ballonné, ni mal au sein. Pourtant, j'avais des doses de progestérone. J'étais sous progestérone en crème. Après, je suis passée en injectable. Enfin voilà, j'ai eu des belles doses. Progiron. Ah ouais. Ouais, le Progiron, exactement. Mais vraiment, zéro symptôme. Rien du tout. Walou. Donc, moi, je m'étais dit, c'est bon, c'est foutu. Et donc, je fais un test urinaire finalement le jour du Nouvel An parce que le soir, j'étais chez des amis et je me suis dit, j'ai pas envie de me prendre la tête en fait à réfléchir. Et puis, si je dois profiter, bah, je pourrais profiter. Et c'est avéré que le test était positif.
effectivement. Bien, enfin voilà, plutôt, en plus plutôt léger, pas trop appuyé. Puis en fait, il a foncé avec les minutes finalement. C'était alors qu'Arthur, ça a été foncé tout de suite. C'était impressionnant. Donc j'ai été faire une prise de sang parce que bon là, du coup, c'est pas possible, on va pas attendre non plus. Et j'ai eu un taux qui était déjà très bien. J'étais à plus de 300 dès le début. Et après, j'ai quadruplé. Toutes les Ouais. 48-72 heures, quasiment, je quadruplais. Euh, Là, on s'est dit, oups, Oui, mais moi, hein, je me demandais si du coup, il y en avait pas un petit deuxième dans la foulée, parce que quand même, Mm. c'était vachement élevé. Ouais. Les taux vraiment montaient de manière exponentielle. C'était impressionnant. Et on a fait. Enfin voilà, j'ai repris le travail, plutôt tranquillement. Et puis bah, là, j'ai commencé à avoir des pertes, je me souviens, un peu orange foncé. Puis ça a tourné vers le rose. Et puis j'ai eu des pertes de sang franches. Donc là, passage aux urgences directement. Euh, Après, je crois que j'ai attendu 4-5 heures dans la salle d'attente avec 40% de batterie dans un hôpital où on ne capte pas. Enfin, vraiment le bonheur de l'attente la nuit avec les gens que tu as aux urgences la nuit. C'était voilà, c'était compliqué. Et ouais, à 1 heure du matin, l'interne qui me prend, qui me fait l'écho et qui me dit, Madame, je vois 2 sacs. Pardon? Excusez-moi, comment ça, il y a 2 sacs? Non, 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 vous êtes fou là. Il me dit, vous êtes sûr que vous en avez transféré qu'un? Oui, bah oui, jusqu'à Nouvel An, je sais combien ils ont été transférés quand même. Je sais qu'ils peuvent se dédoubler. On est au courant, le PMA, ils nous préviennent. Les J5 se dédoublent. Euh, Pas tous, ils préviennent pas tous, mais non, c'est oui, effectivement une possibilité. Voilà. voilà, il y a il y a vraiment un pourcentage supérieur rien qu'entre les J5 et les J3. Les J3 se dédoublent moins que les J5. Les J5, il y a vraiment à ce moment-là un truc dans le développement qui fait que quand on les remet dans le corps à la bonne température et tout, hop, ils se sentent tellement bien que plouf, ça se divise. Bon, ils savent toujours pas hein, les mécaniques de jumeaux et tout, Non, non, ils comprennent absolument pas, hein. pas. Ils Ouais, ouais. comprennent pas. Mais les statistiques montrent que les J5 donnent rapidement des jumeaux. Et donc voilà, donc là, il passe un quart d'heure à checker parce que en fait, il faut trouver l'embryon, il faut trouver le cœur. On était à 6 semaines d'aménorrhée, c'était tout jeune et aux C'était urgences, ils tout n'ont pas petit. du matos de pointe, hein. Donc compliqué. Euh, il regarde, il me dit, bon écoutez, il y a une poche, celle d'en dessous, il y a un embryon, j'ai un cœur, il n'y a pas de souci, bébé va bien. Au-dessus, j'ai rien du tout. Il m'a dit, c'est vide, pour moi, c'est un œuf clair. Je lui dis d'accord, ok. Donc on peut avoir un œuf clair sur un dédoublement d'un embryon qui a le même matériel génétique. Mais moi, ça me paraissait délirant. Et je me suis dit, mais puis là, j'ai commencé à carburer en me disant, mais si le premier a eu un problème génétique au point de ne pas pouvoir se développer, qu'est-ce qu'il en est du deuxième en fait? Est-ce que lui aussi, il va avoir une tare? Est-ce que ça va être compliqué? Est-ce qu'on va sur une fausse couche? La poche était vraiment au-dessus. On voyait vraiment la poche du dessous, la poche du dessus. Et je lui dis, lui, comment il va s'affaisser? Qu'est-ce qui va se passer? Donc il me dit, écoutez, pour moi, le sang vient du col. C'est le col qui a bougé. On change de traitement. Enfin, je revoyais ma gynéco 2 jours plus tard. Il m'a dit, je vous revois, je vous laisse revoir avec elle. Elle va vous donner les bonnes doses de progestérone. Dans la prise de sang, on était OK, il n'y avait pas de souci. Bon. Et il me dit, normalement, la poche, en fait, un œuf clair, il s'est rempli de liquide amniotique, il n'y a rien d'autre dedans. Elle va s'écraser, en fait, avec le poids de l'autre bébé. Il va écraser la poche et elle va se dissoudre, tout simplement. Il m'a dit, par contre, le sang doit cesser. Bon, effectivement, le lendemain, j'avais des spottings marrons, somme toute assez normal. Euh, je vois ma gynéco qui, elle, a du matériel un peu plus appuyé. Donc, effectivement, elle me confirme le diagnostic. Donc, il y a une poche œuf clair, l'autre avec un embryon qui va bien. Elle me dit, il n'y a aucun risque, vous inquiétez pas. Voilà, ça. Elle m'a dit ça. Elle m'a dit, vous êtes sûre, vous n'avez pas eu de rapport? J'ai dit, non, 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 non. J'ai tellement peur de la grossesse extra-utérine que je ne prends aucun risque. C'est hors de question de rater un transfert parce que j'en ai un qui est parti se mettre dans la trompe. C'est pas possible. Parce qu'elle me dit, ça se voit quand même très rarement qu'il y ait un œuf clair et un embryon sur un seul et unique transfert. C'était une situation assez exceptionnelle. Je pense qu'elle m'a dit qu'elle allait le documenter d'ailleurs quand même, parce que c'était étonnant. Donc bon, elle me change, elle me met, donc voilà, je suis passée de la crème, je sais plus comment elle s'appelait. C'est le La- progestogel? non, non, c'était un nouveau truc qui fonctionnait vachement bien, qu'on mettait en crème au niveau du col. Ah Euh, oui, au niveau du col. Ok, oui, Ouais, oui, ouais, oui. ouais, vraiment, elle m'a dit que ça fonctionnait très très bien. Et elle m'avait laissé le choix entre ça et le Progiron, puis moi pour éviter les injections, voilà. Et là, elle m'a dit, je vous laisse pas le choix, je vous passe au Progiron. Euh, et voilà, les premières semaines finalement ont été marquées par des épisodes sanguins de temps en temps, des spottings, enfin. Et au final, au bout de 3 semaines, un mois, ça s'est calmé. Avec le Progiron a bien pris le relais, en fait, je pense, et les saignements se sont tout bonnement arrêtés, sans souci. Bébé se développait bien. On avait des échos supplémentaires quand même pour vérifier en fait finalement que l'autre poche s'évacuait correctement. Et donc moi ça m'arrangeait, j'avais des échos toutes les 2 semaines jusqu'aux 3 mois. Ça Euh, rassure, hein.
C'est ça, exactement. Ouais, 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 ça rassure. Ça fait Quand tu super. as des parcours comme les Ouais, nôtres, je m'inclus aussi dans l'histoire, moi je me souviens, on m'a dit, bon bah ok, on se revoit le mois prochain. c'est ça. Quand tu passes d'un tel suivi, tu te dis, mais non, en fait, tu Ouais. vois, enfin, c'est terriblement long. Quand on le sent pas encore et tout, c'est compliqué, hein. C'est Oui, très on ne le compliqué. sent pas encore. Et puis dans ton cas, tu vois les saignements. Et je suis Ah contente ouais, aussi que tu en on est parles pareil. parce que souvent on s'imagine que les saignements dans une grossesse, ça équivaut à une catastrophe. Ah bah pour moi, c'est fini, hein. Oui, parce que c'est une idée qui est très, très, très répandue. Et oui, c'est vrai, ça peut arriver, ça peut être un signe. Mais en même temps, quand on est en démarrage de grossesse, qu'on saignote un petit peu, tu vois, je vais plutôt utiliser ce mot-là. Moi, Ben non, en c'était fait, littéralement l'équivalent d'une goutte. Faut voir, hein, voilà. vraiment une goutte. C'était vraiment ça. Et après, c'était des spottings. Et j'avais Ouais. eu j'ai une collègue gynéco, je l'avais eu au téléphone. Je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que t'en penses? Avant de voir, d'aller aux urgences le soir, parce que là, il y avait eu un saignement beaucoup plus franc. Elle m'a dit, écoute, Laurie, elle m'a dit qu'on soit clair. Elle m'a dit, j'ai des fausses couches sur des filles qui saignent très légèrement ou qui saignent pas. Et j'ai des filles qui perdent tout ce qu'elles peuvent et le bébé va bien. Elle m'a dit, on l'explique pas. Mais c'est comme ça. Elle m'a dit, on l'explique, vraiment, on l'explique pas. Donc, ouais, c'est très, très, très aléatoire. C'est très particulier, mais c'est important de le dire et d'en parler dès maintenant pour Ouais, que, pour celles qui nous écoutent, quand ça leur arrive, oui, ben, qu'elles se rassurent et qu'elles ne se disent pas que ça y est, c'est foutu, tout est fini. Ben non, en fait, on ouais, n'en sait rien. Il faut absolument aller vérifier, bien oui, sûr. Hein, je faut dis pas qu'il faut consulter. laisser comme ça. On va vérifier, mais en même temps, on garde espoir parce que ça peut très bien se passer tout à fait normalement. Moi aussi, j'ai eu des saignements. Alors plus tard, enfin, j'en ai eu un tout petit peu au début, mais pas beaucoup. Mais alors plus tard, à un moment, j'étais, je pense, à peu près 6 mois de grossesse où j'ai eu des saignements, mais où je me suis dit, oh, ça y est, il y a un truc. Ouais, il se En passe un fait, pas truc. du tout. Bon, la preuve, mon fils est là aujourd'hui depuis longtemps. Tout va bien. Donc voilà, on n'a jamais su expliquer ce qui s'était passé à Ah, ce moment-là. Probablement un restant, un caillot, peut-être le col, peut-être voilà. Ils m'ont donné mille et une explications possibles, mais en gros, ils savent pas. ils savent pas. Et c'est très bien comme ça. C'est pas grave. Je veux dire, ok, on n'explique pas tout, on le sait. Je pense qu'il faut aussi juste l'accepter, hein, qu'on n'explique pas Ouais. encore tout scientifiquement parlant. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est grave. En fait, ça peut très bien se passer. Il y a vraiment une différence entre Arthur, où j'ai eu zéro saignement du début à la fin, et Élise, j'ai eu des saignements du début à la fin, en fait, Ouais. parce que finalement, ces saignements sont revenus de manière itérative assez régulièrement. Ça a été une grossesse marquée. Ma sage-femme me disait, je pense que en fait, tu as une haute imprégnation hormonale et que du coup, les vaisseaux au niveau du vagin et du col, eh ben, ils saignotent et de temps à autre, tu te tapes des spottings. C'est comme ça. Et enfin, 2 semaines avant l'accouchement, j'ai passé ma vie aux urgences parce que je passais mon temps à perdre du sang. Mais un, un- tu sais, la découverte des règles le matin, quoi. C'était vraiment ça. C'était vraiment ça. Donc j'ai passé ma vie aux urgences parce que accouchement, j'étais qu'à 36 semaines d'aménorrhée, on n'était pas encore sorti de la prématurité, enfin, de la dernière stade de préma. Donc on passait notre temps à vérifier, mais tout allait bien. Mais en fait, cette grossesse a été comme ça a été marqué par l'absence de symptômes. Enfin, je veux dire, j'ai eu aucun tiraillement, mes seins, j'ai eu mal vite fait. Bon, par contre, j'ai toujours autant vomi, mais bon, ça, je pense que ça, j'ai pas le choix. Je dois y passer. Mais aussi des saignements, étonnamment. Voilà, ça a été Les deux grossesses très tiraillements, différentes. après, ça peut aussi s'expliquer parce que c'est vrai que quand c'est une première grossesse, ben, Ça, l'utérus doit aussi prendre tout une à fait. place, une forme qu'il ne connaît pas Oui, encore, et donc oui, forcément ça tire un peu. La oui. deuxième grossesse, ben, il a déjà vécu, il sait ce que c'est, donc finalement il est plus C'est ça. souple quelque part, il s'étire un petit peu plus facilement Et on aussi. le voit finalement dès le transfert. C'est impressionnant, hein. Le corps, il sait en fait. Il dit, oh oui, oui, c'est bon, j'ai connu. Je sais. Et puis pareil, j'étais sous anticoagulant au début. Il y a eu ça aussi qui a dû jouer dans les saignements. C'est que j'étais sous anticoag. Donc voilà, il y avait quand même plusieurs facteurs qui expliquaient, malgré tout. Donc bon. Au final, voilà, j'ai eu un DPI aussi, trisomie, parce que j'ai commencé une grossesse gémellaire. Donc tout début de grossesse gémellaire amène en France à DPI systématique. On ne se pose pas la question. Nous, on ne fait pas le test, on passe direct en DPNI, pardon, DPI. En C'est pas le DPNI, DPI, c'est le DPN. Oui. DPNI, ouais. Directement, donc la prise de sang avec une écho, avec une gynéco spécialisée à Paris. Enfin voilà, c'est ça. Donc, je vais juste repréciser pour celles qui connaissent Oui, pas ni l'un ni oui, l'autre. Donc, le DPI, c'est le diagnostic oui, pré-implantatoire. c'est ça. Donc, ça se fait sur des embryons avant un transfert, d'accord? Mm. Donc, ça, en général, en France, c'est plus ou moins interdit. Je dis plus ou moins parce que c'est autorisé uniquement dans certains cas de transmission de pathologies génétiques. Mais bon, voilà, c'est quand même assez rare qu'on autorise un DPI en France. Oui, C'est autorisé par contre en Espagne, où pour eux, ça fait partie des protocoles. Voilà, on peut demander un DPI pour être sûr de transférer des embryons qui sont transférables et éviter des transferts inutiles d'embryons qui ont en fait des défauts quelque part, ou en tout cas une malformation chromosomique, et qui fait que bah, le développement embryonnaire risquerait de s'arrêter. Donc voilà un petit peu. indemne de troubles génétiques, ouais.
C'est Voilà, ça. ici, là, on est plus sur un DPNI, donc c'est Oui, vraiment pour détecter une 2021. trisomie, voilà. Exactement. Et donc, ouais, voilà, tout début de grossesse gémellaire, on est obligé de faire la recherche d'une trisomie 21. Parce que, voilà, je veux pas. En fait, dans la première recherche de trisomie 21, c'est un score, en fait, une recherche. Oui. Et quand on commence en gémellaire, on pète le score tout de suite. Donc, comme ça, c'est réglé. Oui, Donc, et ça aussi, j'ai eu le cas avec l'une des membres du programme très récemment, où génial. son score est revenu positif d'un DPNI. Et en fait, c'était l'angoisse totale, parce qu'évidemment, le personnel, certains membres du personnel et sa façon toujours super indélicate de balancer les choses, il y a un risque de trisomie, etc. C'était l'angoisse totale. Euh, Ce qui l'a rassurée tout de suite, c'est, bah, évidemment, elle m'a contacté directement, on en a beaucoup parlé, et puis je l'ai rassurée en disant, mais tu sais que tu as fait un DPI, hein, l'examen dont on parlait juste avant, elle avait Oui, fait un DPI en Espagne. Donc, du coup, le DPI, bah, permet de diagnostiquer tout ça dès l'embryon, et donc, bah, tout à du coup, fait. elle était tout de suite vachement plus rassurée. On continue les tests, etc. Évidemment, je dis pas qu'il faut rien faire, mais émotionnellement, ça change quand même vachement la donne, quoi. Donc, quand Ah, on a moi, des parcours de dingue où on a essayé pendant des années d'avoir une grossesse, une fois qu'on y arrive enfin, elle est archi, archi, archi précieuse. Enfin, elles sont oui. toutes précieuses, c'est pas ça, mais je veux dire, voilà, nous, on sait quand toutes celles qui passent par des années d'attente savent bien à quel Oui. point, voilà, quoi. Ce qui me rassurait aussi beaucoup, c'est que quand on a découvert mon insuffisance ovarienne, on a fait une recherche du syndrome du X fragile, vu que les femmes sont porteuses non déclarantes et les garçons sont porteurs déclarants. Et que moi et mon mari, donc on a tous les deux eu une analyse de notre ADN qui est indemne de tout problème. Donc on sait quand même que ça diminue le risque d'avoir un enfant à pathologie génétique parce que nous-mêmes, on n'est pas porteur sain de quoi que ce soit. Donc déjà ça, moi, ça me rassurait. Puis bon, là, moi, la gynéco me l'a très bien expliqué. Elle m'a dit, je vous oriente vers ma collègue parce que c'est obligatoire et que je préfère que vous soyez sûr qu'il n'y ait rien du tout. Et d'ailleurs, elle a galéré à trouver la clarté nucale, la pauvre. La petite voulait pas. Elle y a passé un petit moment. Et être sûre en faisant la prise de sang, voilà. Donc, comme on était pris en charge, on n'allait pas dire non, quoi. Je veux dire, on est pris en charge, on Non. est Mais tu sûr. vois, c'est dans la façon de communiquer et d'expliquer. C'est, Oui, elle n'était et pas voilà, inquiète. ça fait partie du protocole, je C'est ça. préfère, comme ça, voilà. Plutôt que de dire, oh là là, attention. Enfin, voilà, Ouais, ouais. c'est dramatique d'arriver, de dire, bon, bah voilà, il y a un risque. Enfin, je veux dire, c'est d'une violence sans C'est nom, ça. évidemment. Donc, C'est ça. voilà. Moi, elle m'a vraiment dit, enfin, si on vous fait faire le test habituel, vous allez crever le plafond de toute façon. Donc, elle m'a dit, ça sert à rien. Faites la prise de sang, ce sera réglé, en fait. Et donc, voilà, finalement, les résultats sont revenus tout à fait bons. Aucun souci. La grossesse s'est déroulée, voilà, de manière tout à fait normale. Il y a pas eu de problème, voilà, mis à part mes vomissements jusqu'à 5 mois. J'ai encore perdu du poids, enfin, comme d'habitude. Des grosses migraines aussi, beaucoup. Ouais, je me souviens, le démarrage était quand même costaud, hein. Les Oui, migraines, oui. je me Bah, j'ai souviens été que... 4 mois en arrêt. 4 mois d'arrêt, je pouvais pas travailler, c'était pas possible. J'étais vraiment pas en état et ça a été, ouais, ça a été compliqué. Et, euh, et voilà, donc au final, on est arrivé au mois de juillet, août, début août déjà. Contrôle du 8e mois où ma sage-femme elle me dit Laurie, va falloir te mettre au repos vite parce qu'elle dit là, elle est quand même pas très loin, elle a la tête sur le col, elle appuie, t'es déjà ouverte à 2, va falloir qu'on tienne jusqu'à 37, ce serait bien quand même. Oui, ok. Et là, les saignements ont commencé en fait. Finalement, j'ai eu des saignements régulièrement, tous les 2, 3 jours. J'ai fait une chute en plus. Enfin bon, ça a été... J'ai passé ma vie aux urgences. Littéralement, j'ai passé ma vie aux urgences pour qu'au final, le travail vraiment se déclenche à 37 semaines. On lui a dit pas avant jeudi, jeudi matin. C'est ce que Voilà. j'allais dire, hein. Moi, je me Tac. souviens de ça, de quand ça a démarré. C'était vraiment le jour pile où on avait dit, il faut attendre jusque-là. Mais alors, une fois que c'était le jour J, c'était bon, quoi. C'est ça. Bah, ma sage-femme, comme je suis dans une filière d'accouchement physiologique, les critères de l'ARS, c'est qu'elles n'ont pas le droit d'accoucher une femme qui est en dessous de 37 semaines d'aménorrhée. Oui, c'est interdit. Donc elle m'a dit, si tu accouches avant, tu seras en filière classique. Mais dit, le risque pour le bébé est minime, mais tu seras en filière classique. Ok. Bah voilà. Ma petite a entendu, hein, je pense. Littéralement, je me souviens, j'ai appelé ma sage-femme. Agathe, Agathe, j'ai perdu beaucoup de sang. Puis bah là, par contre, il y a des contractions quand même, hein. Elle me dit, ah, elle m'a dit, mais t'es à combien, Laurie? Bah 37 aujourd'hui. Elle m'a dit, oui, bah, ok. Elle m'a dit, je savais pas dire en 37, hein. Oui, bah voilà. Donc effectivement, on a refait un contrôle. J'étais ouverte déjà à 3,5, un truc 2,5, 3 large. Enfin voilà. Elle me dit, bon,
tu rentres chez toi. Enfin, tu rentres chez toi. Elle m'a dit, j'étais à 1 heure de l'hôpital. Elle m'a dit, tu rentres pas trop loin. Donc, je suis allée chez mes beaux-parents qui étaient à 20 minutes. Et elle m'a dit, tu reviens quand les contractions sont régulières. Elle me dit, si tu veux, tu peux rester ici et faire le travail ici. J'ai dit, la flemme. Enfin, je veux dire, les contractions étaient totalement irrégulières. Euh, Elles faisaient extrêmement mal, par contre, vraiment beaucoup plus douloureuses que pour Arthur. Mais j'avais pas envie d'être en salle nature pendant des heures et des heures. Non, c'est bon. Puis mon petit, enfin voilà, j'avais pas envie non plus de le laisser. Il savait pas où on était parti. C'était compliqué pour lui de comprendre aussi. On a dû lui expliquer. Maman, elle va à l'hôpital. Papa, il te redépose chez mamie. Papa, il va revenir chercher maman. Enfin, voilà, il s'est super bien adapté le petit bout quand même. Et ma sage-femme en rigolant, elle me dit, bon, à tout à l'heure, hein. Je suis revenue à l'hôpital, il était 20 h. Donc là, le contrôle était à midi à peu près. Et ouais, à 19 h. En fait, je suis passée de contractions complètement irrégulières. Mais irrégulières, vraiment. J'en avais 5 en 20 minutes et plus rien pendant 2 heures. Toute la sainte journée. Et à 19 h, je suis passée de 0 à toutes les 5 minutes, voire moins. Donc là, on a dit, ouais, il faut qu'on aille vite. Arthur, j'avais accouché très vite. Donc on avait peur que ça aille très très vite de nouveau. Arthur, j'ai dilaté en 1 heure, hein. Donc, et en 2 heures, il était là. Donc ça a été extrêmement rapide. Et j'arrive à la mat. Et donc elle me dit, bon, ok, on y va. Elle contrôle. Finalement, le col avait pas tant bougé que ça. C'est ce qui déjà était embêtant. J'étais qu'à 4. J'attends. Avec ce que j'ai pris toute la journée là. Ok, et sachant que la volonté c'était d'accoucher sans péridurale, je commençais à me dire, oh, à mon avis, on n'est pas sorti de l'auberge. Oui, et puis Et surtout à ce stade-là, tu commences à compter, parce qu'on compte les centimètres et les heures, hein, on fait ouais, vite le rapprochement entre les deux, et là tu dis, ok, je suis à non, 4, donc ouais. avant d'arriver à 10. Dans ma tête, moi j'étais passée de 4 à 10 en 1 heure pour Arthur. Donc dans ma tête, ça allait aller vite. Sauf qu'en fait, Ouais. pas du tout. À minuit, j'étais à 8. Donc entre 20 h et minuit, j'ai géré des contractions qui étaient... Mais vraiment, les contractions d'Élise étaient 2 fois plus douloureuses que celles d'Arthur à la fin. Et en fait, on a compris à l'accouchement pourquoi. La demoiselle se présentait la tête vers le haut. Donc en fait, elle bloquait dans le bassin. Et donc, c'est des contractions qu'on appelle dans les reins. Des contractions qui sont 2 fois, enfin, connues pour être plus douloureuses, plus difficiles. Et le travail est plus long. Donc le travail a stagné. Il a commencé à ralentir. Donc là, on était... la solution, ma sage-femme m'a dit à minuit, elle m'a dit, écoute, là, c'est soit on perd sa poche des os, et le travail va s'accélérer et tu vas avoir encore plus mal parce que bah, quand on perd sa poche, voilà, ça fait mal. Euh, Confirme. voilà. Soit ça, ce qui était l'avantage, c'est qu'elle se supportait super bien le travail. Arthur, lui, il avait eu le cœur qui a ralenti, il a très mal supporté les contractions. Qu'Élise, à l'évidence, ça ne le dérangeait pas, elle. Pas de souci. Elle m'a dit, si par contre bébé commence à souffrir ou qu'elle commence à vraiment bloquer, tu pars sur une césar. Je lui ai dit, oh non, on va peut-être éviter. Je lui ai dit, par contre, si tu me perds sa poche, tu me mets une péridurale. Moi, là, j'en peux plus. Enfin, je veux dire, ça faisait depuis le matin, finalement, 5 heures, j'avais des contractions. J'étais au bout de ce que je pouvais donner. Et puis surtout, un travail qui ralentit, avec une douleur qui ralentit, le corps se réhabitue à ne plus avoir mal. Et psychologiquement, de se dire, je vais y retourner pour du pire, c'est comme demander à un combattant qui vient de guérir de retourner au front, quoi. Non, non, Et non. puis on traverse une phase pendant l'accouchement qu'on appelle la Ouais. phase de La désespérance. désespérance, Ah ouais. et c'est L'impression de important de le mourir, hein. savoir. Oui, C'est on a important l'impression de de le mourir. savoir, tu vois, Ah parce mais que Arthur, je l'ai dit, je vais mourir, hein. C'est bon, hein, achève-moi, c'est terminé. Elle me disait, bon, il faut que tu pousses pour le sortir. Je lui dis, non, tu le pousses hors toi. Moi, j'en peux plus. Voilà, voilà, voilà. Je lui ai ouais, demandé c'est une normal. césarienne à un moment aussi. Je lui ai fait une césarienne. Au bout, j'en pouvais plus. On Donc, arrête, j'en veux plus, ouais, c'est je ça. veux plus. Donc là, je lui ai dit, je lui ai fait, voilà, j'ai pas envie non seulement de revivre, parce que j'ai fait une grosse dissociation à la naissance d'Arthur. J'ai eu tellement mal que j'ai raté sa naissance parce que j'étais plus là, en fait. J'étais littéralement, je flottais à côté, quelque part. J'étais plus là. Donc déjà, j'avais pas envie de revivre ça. C'était une de mes craintes, à la base déjà. Et puis percer la poche, y retourner. Puis moi, enfin, j'avais rien mangé depuis quasiment le matin. On avait beau essayer de me resucrer, c'est pas la même chose que de prendre un vrai repas. J'étais au bout, enfin je veux dire là vraiment j'en peux plus. Donc un quart d'heure, elle a essayé de me, parce qu'elle sait qu'il y a la phase de désespérance, donc elle a essayé de me convaincre. Elle a bien vu que c'était pas ça et qu'il fallait y aller. Donc, euh, donc voilà, on a posé la péri. euh, on m'a laissé au repos un petit peu. Quand les contractions ont commencé à se ressentir un petit peu, j'ai voulu remettre un bolus. Et là, l'appareil qui bip dans tous les sens, bip, 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 bip. Je me dis, putain, qu'est-ce qui se passe encore? La NES qui débarque en urgence. On me dit, ah non, mais c'est pas possible. Et qui commence à prendre la péri, machin. Il me dit, bon, bah, madame, je pense qu'il y a les coudées au niveau de votre dos, faut que je dépique et je repique. Non.
Je crois qu'il était 1 heure du matin. C'est bon, on arrête là, ça suffit. Enfin, on va, voilà. Et je commençais à avoir envie de pousser. J'ai dit à Agathe, je lui dis, écoute, on y va, elle va sortir. Je suis là, c'est bon. Euh, donc finalement, en fait, j'ai eu un bon juste milieu, parce que j'avais quasiment plus de péri depuis une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc en fait, je sentais tout. J'ai poussé toute seule. Je veux dire, ma sage-femme n'avait rien à me dire, parce que c'était des poussées spontanées. Ça s'impose, hein, vraiment. Euh, et je sentais quand même la descente de bébé, sans avoir la grosse douleur, notamment du passage de la tête. Donc ça s'est bien goupillé. Et finalement, je crois que moi, ça m'a paru très long, mais en 5 minutes, en fait, elle était là. Oui, c'est ça, hein. La perception du temps est Oh, complètement différente. Et tu vois, je trouve en fait que ce récit est super important parce que ça montre qu'en fait, tu peux très bien partir dans une idée et finalement mm, bifurquer en cours de route. Et mm, pour moi, ça s'applique à l'ensemble du parcours. Qu'est-ce que oui, je veux dire par là? C'est que tu peux très bien te dire, j'invente, mais ah, moi, le don d'ovocytes, c'est hors de question. Et puis finalement te dire, ah mais non, en fait, le don d'ovocytes, c'est une opportunité. Ou tu peux très bien dire, ah, jamais je ferai de PMA. Et puis finalement te dire, non, mais quand même. En fait, peu importe la situation, et même dans des parcours, j'ai envie de dire classiques, avec ses propres gamètes, etc., etc., mais il y a bien un moment où tu dis, ah, je ferai pas plus de 2 tentatives, et puis bon, allez, finalement une troisième. En fait, tu as le droit de changer d'avis. oui, C'est pareil pour l'accouchement. Je veux dire, si tu pars dans l'accouchement le plus naturel au monde, oui, etc., etc., et puis qu'en cours de route, t'en peux plus, oui. et que tu as la possibilité de recourir à une solution pour t'aider, mais il n'y a pas de raison de dire Mm, non, évidemment, d'accord? Et l'inverse est vrai aussi. Si toute ta grossesse, tu te dis, ah ben moi, je veux absolument accoucher sous péri, et puis finalement, que la semaine qui précède, tu changes d'avis et que tu dis, ah non, en fait, je me suis renseignée et j'ai plutôt envie d'essayer le naturel, ben ça marche aussi. En oui, fait, ça marche dans tous les sens. Tant que c'est possible, parce qu'évidemment, pour la pose de la péri, il y a un stade à respecter, oui. bien évidemment, parce que des fois, c'est trop tard et du coup, il la pose pas. Là, j'étais dilatée à 8, hein, je veux dire. Ils acceptent Mhm. pas tous, tu vois, Ah oui, oui, de non, mais faire. là, Voilà. Mais c'est important de garder en tête que si c'est possible d'un point de vue oui, protocole, d'un point de vue hôpital suivi, oui, oui, etc., oui. bah, pourquoi pas, en fait, on a le droit de changer d'avis. Mais oui, mais en fait, je pense que vraiment l'important, et ça, c'est valable quand vraiment quand on est parent aussi, c'est de s'écouter et de se protéger. C'est vraiment, moi là, le truc que j'ai dit à Agathe, ma sage-femme, c'est vraiment, je veux pas rater sa naissance comme j'ai raté celle d'Arthur. Et finalement, enfin, quand j'y repense maintenant, elle s'est présentée tête vers le haut, le travail a ralenti, c'est pas pour rien. Enfin, je veux dire, à l'évidence, voilà, Tu voulais pas rater. l'énergie, le destin a fait qu'il fallait que j'aille vers une péri pour que je sois le plus apaisée possible, pour que la naissance se passe bien. Et c'est ce qui s'est passé. Je veux dire, quand elle est arrivée, cette fois, j'ai vraiment eu cette montée d'amour que je n'ai pas eu pour Arthur. Et je le répète encore et toujours, c'est pas parce qu'on est en PMA que à la naissance, c'est un amour fulgurant du tout. Moi, ça a été très long, ça a mis des mois avant que je lui dise que je l'aime, une année avant que je me dise que lui m'aime, tout simplement. Parce que j'étais tellement pas là que j'étais émotionnellement, j'étais indisponible. C'est mon mari qui a été le parent référent, je sais plus comment on appelle ça. Oui, Enfin, la figure de référence, hein, voilà, la vraiment. figure de Ouais, référence, tout à fait. exactement. Parce que moi, j'étais tellement pas disponible que ce pauvre enfant, il a fallu qu'il aille avec la seule personne qui était là. Et que ça a changé après, hein. Il a 4 ans, c'est un fils à maman. Il me colle, je veux dire, il rentre à la maison, c'est à moi qui fais un câlin, personne d'autre. Donc ça change aussi la relation. Et puis de se dire, enfin voilà, à chaque fois, on se dit, oui, mais on l'a tellement attendu qu'on relativise de la chance qu'on a. Non, non, Oui, enfin, si, on peut oui, mais relativiser de la chance qu'on a parce que ben, on sait que c'est pas quelque chose que tout le monde connaîtra dans oui. sa vie, évidemment, mais c'est pas pour autant que c'est facile, Et quand on est dans la souffrance, on est dans la souffrance. Je veux dire, quand on bien est sûr. réellement dans le pied, dans d'abord le baby blues et après la dépression du postpartum, ça, cet argument-là, de tu l'as attendu, tu devrais être heureuse, il te fait culpabiliser 2 fois plus, en fait. Finalement, parce que tu dis, je devrais être heureuse, pourquoi je le suis pas? Alors que ça fait 3 ans que je galère, que j'ai fait une grossesse extra-utérine, j'ai failli mourir, que j'ai fait une fausse couche, que j'ai été le chercher, que j'ai galéré ma vie, et que là, je suis la personne la plus triste au monde. C'est dans le ressenti, Oui, c'est vraiment mais ça. parce que en fait, on occulte le côté hormonal complètement. Ça. Ouais. Et c'est important de le rappeler aussi, c'est pas qu'une question de
j'ai décidé, j'aime. C'est pas une question de choix, en fait. Il y Oui, a un moment donné où on subit aussi oui, le bouleversement hormonal, où on oui, n'est pas accompagné non plus beaucoup ça. Oh euh, non. à ce moment-là. Et je parle même pas de celles qui ont une césarienne, hein. Donc, Mm. pour celles qui ont une césarienne, je n'arrêterai jamais de recommander Wounded Woman, où en fait, elle est en train de mettre sur place, évidemment, notamment, alors elle a innové avec la conception de culottes spécialisées pour Ouais, les j'ai vu. césariennes, hein. C'est vraiment une des premières à faire ça. Et c'est aussi une des premières à mettre en évidence à quel point il y a zéro suivi Mm. pour une opération, alors que pour n'importe quoi, tu as de la rééduque, tu as Oui. ci, tu as là, enfin, tu as une infirmière à domicile, tu as machin. Toi, par contre, on t'ouvre le bide pour une césarienne, mais par contre, 3 jours plus tard, tu es chez toi à la maison et c'est normal et tout va bien. Mais ça, c'est un truc de gynéco, hein, parce que quand j'ai fait ma grossesse extra-utérine et que j'ai eu mes points de CIO, j'ai eu zéro suivi de la cicatrisation. Bien sûr. Sachant que j'ai des gros problèmes de cicatrisation, j'ai mis 4 mois et demi à récupérer, à juste avoir des points qui soient fermés et non purulents. 4 mois, c'est long. Et même pour C'est très l'épisio, long. tu sais, même quand Oui, tu accouches avec une épisio, ok, le premier jour, le deuxième jour, tu as un petit soin, et après, c'est démerde-toi. Tu fais ça toute seule comme une grande à la maison si tu as envie. bah, Et on se pose pas plus de j'avais questions. j'avais eu des points pour Arthur alors que j'ai accouché voilà, de manière physio et tout, et là, sous péri, j'ai pas eu de points. Comme Donc, quoi, hein. voilà, ça veut rien dire. Donc, c'est vraiment important de se rappeler tout ça, évidemment, et de se dire qu'en fait, on a le droit de demander de l'aide quand ça Oui. va pas, on Mm. a le droit de changer d'avis, on a le droit d'être accompagné, on a le droit, en fait. Parce Et que en amont, vraiment, moi, l'ultime conseil que je peux donner, c'est de charger ses batteries en énergie. Parce qu'il y a eu ça, Arthur. Si j'ai été aussi mal, c'est parce que, comme je le dis souvent, c'est qu'on m'a demandé de recourir un marathon quand il est né, alors que ça faisait 3 ans que je courais. 3 ans que je donnais tout ce que je pouvais et en fait j'avais plus de gouache, j'avais plus rien. Et donc je pouvais pas me remobiliser et bah donc physiquement quand ça va pas, moralement derrière ça et c'est fait boule de neige. Et c'est ce qui s'est passé en fait, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et ce qui ne s'est pas passé avec Élise parce que finalement Élise ça a été rapide déjà. En définitive ça a été rapide et facile, même t'étais si c'était un peu ressourcée, en fait. mais oui. T'étais Et ressourcée au j'étais moment où t'as ressourcée, lancé. exactement. J'étais en forme physiquement, moralement. J'étais en forme. Pendant la grossesse, j'ai fait beaucoup plus attention. Je me suis beaucoup plus reposée, alors que j'avais un premier à gérer quand même. Mais j'ai délégué, tout simplement. Mais tu savais, en Voilà. Et fait. je savais, oui. Je Tu vois, je savais pense que ça que... fait toute la différence. Oui, Je le dis toujours, bon, alors la question ne s'est jamais posée parce que nous, avec un, on s'est dit c'est bon, mais je le dis toujours que si j'avais dû repasser par là, mais mon Dieu, il n'y a rien que j'aurais refait de la même manière, ou non. presque. Ouais. L'accouchement, ça ne se serait pas du tout passé de la même manière. Les visites à l'hôpital, mon Dieu, je t'en ai parlé, je t'ai briefé, voilà. Et toutes celles qui accouchent, je les briefe parce que voilà. L'idée, c'est que mes erreurs, entre guillemets, ou en tout cas mes expériences de vie puissent servir aux autres aussi. Mais enfin voilà, il y a tellement, tellement de choses que je ferais différemment si j'avais dû en repasser par là. Et donc, c'est vraiment important de se rappeler que il faut s'écouter, se sentir Oui, prête c'est ça. et être vraiment ressourcée au maximum. Et Oui. c'est pour ça que je dis toujours, en fait, la PMA, c'est un peu comme un marathon. Et en fait, on va pas à un marathon sans préparation. C'est un peu Non, ça, finalement. Alors que tout le monde trouve normal d'aller en PMA comme ça. Tu vois, si demain on dit à n'importe qui dans la rue, viens, on fait un marathon, les gens vont dire, mais ça va pas, je me suis bah, pas bah non. entraînée, j'ai pas la condition, je sais pas. Et ils auront raison de nous dire ça. Mais nous, par contre, si demain on va voir une femme qui a des difficultés à tomber enceinte et qu'on lui dit, viens, on va en PMA, elle va nous dire, j'arrive. Et je comprends, parce que l'émotion est là et qu'on a tellement, tellement, tellement envie de ce bébé que bah, on est prête à le faire, mais en réalité, c'est pas du tout, du tout se Non. rendre service que de le faire de cette façon-là. Bah, moi, j'en suis persuadée. Je veux dire, le transfert où j'ai fait une fausse couche, j'étais pas prête, j'étais pas reposée. Enfin voilà. Moi, le confinement m'a été extrêmement bénéfique parce que finalement, j'ai passé 3 mois à la maison, loin des problématiques de mon travail, loin de la route, de beaucoup de choses. Et je suis restée à la maison, euh, littéralement à me ressourcer et à me faire du bien. Donc c'est vraiment ça. Et puis voilà, le marathon s'arrête pas quand on tombe enceinte. Au contraire. C'est Ça, que le début, c'est hein. une Je défi, ça. passe mon temps à le dire, tu vois, et c'est vrai que les filles, souvent, quand elles me rejoignent dans l'idée d'avoir le plus, en se disant, Avoir ok, c'est bon. Mais en fait, je passe mon temps à leur répéter que non, c'est le début de l'aventure et il y a encore plein, plein de choses à mettre en place. La Pour... PMA projette la grossesse, il projette pas le bébé. Il faut Non. faire attention. Derrière, il y a un nouveau-né. Et c'est là qu'on peut se perdre, en fait, simplement.
Mais voilà, D'où ça peut l'importance du vraiment. groupe aussi, tu vois, parce que Oui, quand je vois vos échanges, alors ouais. pour celles qui ne savent pas, c'est vrai que dans le coaching éclosion, il y a évidemment bah, tout mon suivi pendant 9 mois, mais à côté de ça, il y a aussi le fait de se dire, ben, il y a quand même aussi un groupe annexe, une fois qu'on passe de l'autre côté, qu'on devient maman, il y a un groupe annexe où ça permet d'échanger les unes avec les autres et de poser plein de questions sans risquer de heurter celles qui attendent, d'accord? Donc l'idée, c'est vraiment qu'il y ait un espace safe pour tout le monde, et en sachant que les plus anciennes restent, dont tu fais partie, bah, pour motiver, encourager les nouvelles, et Mm. je trouve ça juste extraordinaire. Mais voilà, il y a aussi cet espace safe pour la grossesse et le après, parce qu'en fait, il y a des milliers de questions, quoi. Oui, D'ailleurs, vous êtes oui, super, super active, hein. Je oui, vois les messages défiler, donc voilà, ça défile, quoi. Il y a des soirées, ouais. j'ouvre le téléphone et puis je vois 80 messages, quoi. Oui, c'est ça. Littéralement. Donc, c'est assez rigolo, Ouais. mais je trouve ça extraordinaire parce que ça montre à quel point on en a besoin et à quel point on se sent seul, perdu, parce qu'on ne sait pas quoi faire. On se Mm. demande si c'est normal, pas normal, etc. Donc, c'est Ouais, important d'être soutenu dans cet environnement-là. Le coaching éclosion, complètement. aujourd'hui, il sert à ça aussi, quoi. Il Mm. y a l'objectif de la grossesse, oui, il y a la grossesse en elle-même, mais il y a le aussi après, en fait. Et c'est C'est ça ça. qui a de l'importance. Donc, qu'est-ce Donc que tu voilà. dirais, Laurie, à quelqu'un qui hésite, tu vois, à rejoindre le coaching éclosion? Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui se dit, ouais, ça a l'air sympa, mais peut-être que je peux me débrouiller toute seule finalement? Bah, ça dépend vraiment des caractères, hein. Alors, moi, je pars toujours du principe que s'il y a une hésitation, c'est que la décision est déjà prise, mais elle est juste ignorée, en fait. On peut, hein, travailler en autonomie, il y en a qui savent le faire. L'accès au programme est déjà un énorme plus parce que vraiment, il ouvre sur beaucoup, beaucoup d'aspects qu'on n'a pas forcément en PMA, qui est quand même un service de technique. Et donc, ça fait de la technique médicale. Là, il y a vraiment le autour qui est extrêmement intéressant. Moi, je reste mais persuadée que c'est tout le travail que j'ai fait, non seulement sur d'abord l'inflammation, ensuite le travail des liens que j'ai pu avoir de manière énergétique avec ma famille. Ensuite, j'ai poussé encore plus loin en mémoire cellulaire pour traiter le pourquoi du comment j'ai fait une dépression du postpartum. Et je reste persuadée que ce travail-là a aidé à ce que mon postpartum pour Elise soit radicalement différent. Enfin voilà, il y a tout un travail autre. La médecine fait beaucoup de choses, mais elle ne fait pas tout. J'en suis persuadée. Et pourtant, je suis une soignante. Il faut quand même l'avoir en tête. Euh, donc voilà, il y a d'énormes ressources dans le programme qui sont extrêmement utiles. Et puis, ton accompagnement est juste extrêmement bénéfique parce que quand on a une question, bah, on sait où on peut aller sans être jugé et on sait qu'on aura une réponse surtout qui va être éclairée, pertinente et argumentée. Parce que c'est bien d'avoir une réponse pour une réponse, mais c'est bien d'argumenter le pourquoi du comment aussi. Euh, et puis, bah oui, les échanges avec le groupe, enfin, c'est un vrai bonheur. J'aime autant notre groupe de mamans où les filles, elles échangent plus que moi parce que bah, forcément, il y a eu une grosse vague où elles sont nées en même temps. Donc, en fait, elles ont les mêmes questionnements au même moment. Moi, j'aime bien et j'espère qu'elles aiment bien avoir le petit retour d'expérience finalement de 3 ans que j'ai avec Arthur. Euh, et là, avec Elise, bon, on se pose moins de questions. Bon, c'est plus facile le deuxième, hein, clairement. C'est plus simple. Même si j'en ai aussi de temps en temps, mais ça reste plus facile. Euh, et puis le groupe avec les filles, enfin, peut-être qu'un jour je le quitterai, mais pour l'instant, non. Ouais, J'aime voilà. tellement les accompagner. Enfin, j'adore ça. Véritablement, j'adore ça, pouvoir répondre à leurs questions, les soutenir, voir où elles en sont. Enfin, c'est vrai que c'est un vrai plaisir. C'est vraiment une sororité, hein, c'est ce qu'on dit à chaque fois. De toute façon, il y a que les filles passées en PMA qui peuvent comprendre la PMA. Enfin, c'est ce qui fait aussi que j'adore ma diététicienne qui a travaillé avec moi. Je veux dire, je le dirai jamais assez, hein, elle a fait 11 fausses couches, ma diète, hein. 11. Elle n'avait pas de problème pour tomber enceinte, hein. Elle avait des problèmes pour les garder, comme elle le dit si bien. Là, elle est maman de 2 enfants. Et pourtant, elle est diététicienne. Donc pendant des années, elle a fait attention à son alimentation. Mais en fait, à un moment, elle a travaillé autre chose. Donc voilà, elle était en PMA, certes, elle travaillait l'alimentation, certes, mais il y avait d'autres choses en énergétique à travailler qu'elle a été chercher et elle a pu tomber enceinte voilà, avec des spécialistes, des protocoles appliqués particuliers. Enfin, voilà, je trouve son exemple aussi extraordinaire parce que elle s'est accrochée, hein. Et 40 ans. Et tu vois, pour moi, ce qui est important, c'est d'apprendre à s'écouter, en fait. Tu Ouais, vois, c'est de s'écouter, de savoir ce qui est bon et ce qui est juste pour oui, soi.
C'est ça, c'est Et moi-même, il y a des fois dans l'accompagnement, je vais dire, mais tiens, va consulter tel professionnel. Je pense par exemple à un ostéo, je pense par mmh, exemple, tu vois, à plein d'autres ressources. mmh, Et après, bah, est-ce que ça te parle ou est-ce que ça te parle pas? Moi, je vais jamais dire, tu dois faire de l'acupuncture. Non, si tu as la phobie des aiguilles, l'acupuncture, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Voilà, hein, tu vois, mais c'est important de s'écouter, de se dire, ok, mais qu'est-ce qui est bon pour moi et de quoi j'ai besoin là maintenant, en fait. oui, C'est ça qui est complètement, important aussi. complètement. Oui, il faut que ça résonne, en fait, il faut que ça rentre en résonance avec nos valeurs propres. Ouais. Et le chemin va se dessiner tout seul. On va se dire, bah ça me plaît, ça me plaît pas. J'aime bien être manipulée, mais j'aime pas qu'on touche mes pieds. Bah, la réflexologie plantaire, c'est même pas la peine. J'ai ma meilleure amie qui a une phobie des aiguilles. Je lui dis, bah, va en acupression, en fait. C'est la même chose, mais en pression. Voilà, vraiment, c'est ça. Mais tout du long, quand on est parent, s'écouter. Je veux dire, les bagarres, elles sont pas finies, hein. Loin de Non, là. non, parce que l'allaitement, c'est pareil, parce que l'éducation de l'enfant, c'est la même chose. Enfin, on est exposé à 36 millions de remarques à la minute ou presque. Oui, Euh, à tous les stades, je veux dire, quand c'est avant qu'on n'arrive pas, eh bien, on a plein de gens qui se sentent, je sais pas, investis d'une mission de transmettre des conseils alors que eux-mêmes n'ont rien connu de tout ça. On a des gens, quand tu décides d'allaiter, qui te disent, ah oui, mais c'est bien, mais quand même, le biberon, c'est plus facile. Si tu décides de donner le biberon, oui, mais quand même, t'es pas une bonne mère parce que l'allaitement, hein, c'est tellement bon. Et puis l'allaitement, oui, d'accord, mais pas trop long, hein, parce que si c'est prolongé, ça va pas non plus. Enfin, bref, en fait, on est tout le temps jugé en permanence. c'est ça. Donc, il y a un moment, c'est juste faites ce qui est bon pour vous. C'est ça C'est qui ça. compte, c'est ça qui a de l'importance. Exactement. C'était un vrai plaisir, en tout cas, d'échanger avec toi, Laurie. Moi, je suis contente de t'avoir accueillie pour la deuxième fois. Oui. Donc voilà, c'est très très chouette parce que ça montre aussi que, bah, que c'est possible. Même, je Oui. rappelle, avec un parcours compliqué, je rappelle avec une AMH effondrée, hein. Oui. Voilà, c'est possible, même après grossesse extra-utérine, etc. Donc vraiment, les filles, accrochez-vous. Si vous nous regardez, si vous nous écoutez, ben dites-vous qu'il y a des choses à faire. Oui. On avance un pas à la fois, mais il y a moyen de creuser, de comprendre, de changer les choses. Et moi, je serais ravie, en tout cas, de vous aider à le faire. Voilà, je pense que Laurie, t'en es la preuve, hein. Moi, c'était Oui. maman deux Exactement. fois, donc je trouve ça extraordinaire. C'est ça. Merci infiniment, les filles. Si vous avez une question, en tout cas, si toi qui m'écoutes là maintenant, tu envisages de rejoindre le coaching éclosion ou le programme en ligne Fertility, envoie-moi un message, fais-moi signe, mais ne reste pas toute seule dans ton coin parce qu'il y a des choses à faire. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, comme toujours, prends soin de toi. À très vite.